Dès 1816, ma cité est imaginée. Elle sera construite entre 1822 et 1840. Comprenant 440 maisons, le Coron, bien qu'il soit destiné à maintenir ma main-d'œuvre à proximité, répond aussi à d'autres préoccupations. Les rues sont pavées, pourvues de trottoirs et d'un éclairage public. Chaque maison, construite sur le même modèle, 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 pièces au premier étage et un petit jardin. Le loyer de ces logements est modeste, 1 jour de paye par semaine. Les maisons des contremaîtres, les chefs porions, encadrent les maisons ouvrières, au point que l'on parle du quartier comme d'un organigramme à ciel ouvert. C'est du jamais vu. Une première, une révolution dans les relations patron-ouvrier. Le Coron est conçu comme un lieu de vie indépendant, autonome. On y trouve des magasins, une boulangerie, une salle de danse, des lavoirs, un dispensaire. Il faut créer des activités et diversifier les loisirs, mais aussi éduquer. En 1827 sont créées une école et une bibliothèque. Il m'importe que l'homme accède à la connaissance, que recule l'ignorance et la superstition. Ma fonction de directeur du charbonnage du Grand Ornu ne me donne pas que des droits, mais aussi des responsabilités. Mais sous ces dehors humanistes, ma préoccupation première est de m'assurer la paix sociale et de me garantir la productivité d'une population satisfaite de son sort. L'organisation du Grand Ornu est à l'image de cette ambiguïté. Le rôle du père est de protéger, mais il est là aussi pour surveiller, voire punir. Les plans de l'entreprise prévoient une cour carrée, une cour ovale, des bureaux pour la direction et les ingénieurs, des ateliers de construction, des entrepôts, des écuries, ainsi que des fourneaux à coke et des fonderies de fer et de cuivre. C'est autour de cet ensemble industriel formant un quadrilatère que sont alignés les logements ouvriers. Ma cité ouvrière. Lorsque l'architecte Bruno Renard entame la construction, les choses ne traînent pas. En 1825, il érige le porche et la maison des ingénieurs. On commence le tracé des rues. En 1828, il s'attaque à la cour ovale. Elle est conçue comme une sorte de forum entouré d'ateliers. La basse-cour, aux cours carrées, verra le jour en 1829, entourée par les bâtiments abritant d'un côté les écuries et de l'autre le magasin au foin. La construction du château, destiné à me servir d'habitation, juste derrière le bâtiment des ingénieurs, démarrera en 1832. Le Grand Ornu traduit en forme et en espace mes préoccupations de chef d'entreprise. De style néoclassique, il est le trait d'union entre 2 modèles architecturaux, celui de l'exploitation agricole et celui du site industriel. La voûte y est omniprésente, dès le porche et tout autour de la cour ovale, des arcades aux fenêtres en demi-lune. L'architecture néoclassique assied un pouvoir et s'exprime à travers l'équilibre. Les bâtiments conçus au Grand Ornu assurent la fluidité des communications et la circulation tant interne qu'externe. Efficacité et rentabilité. Dernière construction de cette ville que j'aurais voulu voir encore se développer et à laquelle il m'aurait plu de donner mon nom, la construction du château. Elle commence en 1832. J'aspire à une habitation digne de ma réussite. Hélas, je ne verrai jamais mon château achevé. Le choléra m'emporte la même année, en quelques jours, à l'âge de 58 ans. En un peu plus de 20 ans, grâce à mes idées innovantes et, osons le dire, révolutionnaires pour l'époque, la production minière du Grand Ornu est passée de plus ou moins 10 000 tonnes en 1810, année où j'en ai repris les rênes, à environ 120 000 tonnes l'année de ma disparition. Je n'ai pas quitté ma ville, ma cité ouvrière. Je repose désormais dans le caveau familial surmonté d'un Christ de Bouchardon. Érigée par mes successeurs en 1927, cette crypte se situe à quelques mètres à peine de la cour ovale, au centre de laquelle ma statue veille depuis 1855. On dit souvent que le destin d'un projet est étroitement lié à celui de son créateur, que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque je disparais, intestat et sans enfant, c'est ma veuve, Eugénie Legrand, qui va me succéder. En absence de descendance directe, elle lèguera la gestion du charbonnage à ses neveux. Très vite, ils s'éloignent de mes idées, inspirées par les Lumières, pour devenir des patrons comme les autres, exploitant un charbonnage devenu lui aussi comme les autres. En 1860, il y avait 290 charbonnages dans notre pays. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1984, le dernier charbonnage wallon fermera définitivement ses portes.
Un déclin qui s'est précipité après la Deuxième Guerre mondiale, car les réserves s'épuisent, les exploitations vieillissent, le prix de revient du charbon augmente et la concurrence étrangère se développe. La CECA imposera à chaque pays européen un quota d'exploitation. Plusieurs facteurs qui accéléreront la fin des charbonnages dans notre pays. En 1954, l'exploitation industrielle du Grand Ornu s'arrête et le site est déserté. Après 20 ans d'abandon, le Grand Ornu sera sauvé d'une destruction imminente grâce à l'intervention de quelques amoureux de ce patrimoine exceptionnel. Racheté par la province de Hainaut en 1989, le lieu se reconvertit en espace culturel dédié à la création contemporaine. L'ASBL Grand Ornu Images y poursuit une triple mission, patrimoniale, touristique et culturelle. Elle propose une programmation qui explore le champ des relations entre l'art et l'industrie. Design, création industrielle et art appliqué y tiennent une place privilégiée, très proche de l'esprit du lieu, en résonance avec l'histoire de la région. En 2014, Grand Ornu Images devient le CID, Centre d'innovation et de design. Cette nouvelle appellation entend mettre l'accent